On s'intéresse à présent à l'écologie. Parmi les premières préoccupations des Français, alors que la campagne présidentielle bat son plein, l'écologie n'est pourtant pas le thème premier des débats. On va donc se demander ce soir comment réussir la transition écologique. C'est une vaste question qu'on va se poser évidemment avec nos confrères du 1 Hebdo. Bonsoir Julien Bisson, rédacteur en chef, et également avec nos invités sur ce plateau, Jean-François Juliard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'association Greenpeace France et vous avez écrit Climat 5 ans pour sauver notre humanité. Jean Pisani-Ferry est à vos côtés. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po, ancien commissaire général de France Stratégie. Et je précise qu'en 2017, vous aviez rejoint la campagne d'Emmanuel Macron comme directeur du pôle programme et idées. Ensuite, vous avez été chargé par le Premier ministre d'une mission de préfiguration du grand plan d'investissement, également en direct avec nous. Et c'est la petite surprise du 18-20, une observatrice citoyenne, Anne-Cécile Suzanne, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Anne-Cécile, diplômée de Sciences Po et d'une école de commerce de Nantes. Vous êtes désormais agricultrice. Vous avez repris la ferme de votre père, qui se trouve en Normandie. Et vous faites par ailleurs partie de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse. Vous planchez sur les idées qui tiennent à l'agriculture. Avant de tous vous entendre, la parole à Julien Bisson pour nous expliquer ce choix. Eh bien, vous le rappelez, Lucie, il y a un étrange contraste entre le souci des Français pour l'écologie, qui est régulièrement dans le tiercé de tête de leurs préoccupations, et son poids dans les débats de cette campagne. Pour rappel, 16 minutes sur les 9 heures de plateau télévisé lors des débats des primaires de la droite, aucune mention dans les 2 heures de l'entretien « Où va la France ?» d'Emmanuel Macron. Cette quasi-absence d'un sujet aussi fondamental, c'est ce qu'ont dénoncé 4 ONG cette semaine, et les 4 ONG à l'origine de la pétition L'affaire du siècle, dont Greenpeace, votre association, Jean-François Juliard, qui appelle désormais à un débat du siècle le 13 mars sur la plateforme Twitch. Alors, comment parler d'écologie, comment mettre la transition écologique et les conditions de sa réussite sur la table? C'est justement la question posée dans ce numéro du 1, et c'est ce dont on va parler avec nos invités. Jean-François Juliard, est-ce que vous avez effectivement la sensation que l'écologie a du mal à s'imposer comme débat de l'élection présidentielle ? Ah oui, très clairement. Et puis, c'est pas seulement une sensation. C'est vrai qu'il y a eu quelques mesures qui ont été faites qui montrent que l'écologie est un peu le parent pauvre, ou l'un des parents pauvres, en tout cas, de ce débat pour l'élection présidentielle pour l'instant. Et c'est quelque chose qui nous inquiète et surtout qui nous apparaît comme étant très en décalage avec les aspirations des Françaises et des Français. Et à chaque fois qu'ils sont sondés, on voit bien que l'environnement fait partie des préoccupations principales et que c'est même devenu un déterminant dans un choix de vote comme celui de l'élection présidentielle. Donc on ne comprend pas pourquoi c'est si loin. Alors il y a effectivement le fait que certains candidats et candidates ne brillent pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, par leur engagement écologique. Donc finalement ce n'est pas un sujet qu'ils portent, donc c'est difficile d'en parler. Et puis on a aussi le sentiment que certains médias ne jouent pas très bien le jeu, relèguent ces sujets-là très loin dans les émissions politiques, ou tout à la fin des émissions politiques, ou voire pas du tout dans les émissions politiques. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, d'où l'idée de cet appel pour faire en sorte que enfin le climat soit un peu au cœur des débats. Jean Pisani-Ferry, comment est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour que l'écologie soit davantage présente dans les débats? D'abord, moi, je suis d'accord avec le constat. Je pense que c'est une situation extrêmement grave, parce qu'on parle effectivement de la décennie dans laquelle il faut agir pour atteindre nos objectifs en 2030, pour donner une chance de respecter nos objectifs à plus long terme en matière de limitation des détériorations du climat. On voit que ça se passe quand même ailleurs, c'est-à-dire qu'en Allemagne, les dernières élections se sont faites largement autour de cette question, on a un plan extrêmement ambitieux à horizon 2030 qui se met en place en Allemagne, 80% de renouvelables d'après le ministre de l'écologie et de l'économie. Et on voit qu'en France, ça n'est pas là. Alors la question, c'est pourquoi? Alors là où j'ai un point de différence, c'est que quand je regarde les sondages très détaillés, le dernier Ipsos, 12 000 personnes, on trouve le pouvoir d'achat à 52%, et ensuite on trouve l'environnement, la sécurité, l'immigration, tout ça aux alentours de 30%. Donc c'est pas une préoccupation. Si vous mettez à la place d'un responsable politique, d'un candidat, il va pas nécessairement avoir le sentiment qu'en parlant d'écologie, il répond à une aspiration. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je crois qu'entre ce qu'on fait et ce qui se passe, c'est beaucoup plus difficile. Parce que la France, c'est un bout d'une action collective. Et puis même en France, ça tend à échapper, quoi. C'est-à-dire il y a une multitude de choses à faire.
et des résultats qui se mesurent très progressivement. Alors, donc en faire un objet politique, c'est très compliqué. Oui, et en faire un objet politique sur le mode de la peur, ça ne fonctionne pas, parce que ça ne mobilise pas. Alors, dans un instant, on va entendre Anne-Cécile Suzanne qui nous dira concrètement ce que ça veut dire l'écologie pour elle au quotidien et la transition écologique. Mais avant, puisqu'on a parlé des candidats, certes, ce n'est pas un thème de débat majeur, l'écologie aujourd'hui, mais il y a quand même quelques propositions. Anaïs Sanquet est avec nous. Anaïs, vous avez regardé les programmes des principaux candidats. Qu'est-ce que ça donne? Je crois qu'on va commencer par la droite. Exactement, puisqu'on ne parlera pas d'Emmanuel Macron, qui pour l'instant n'est pas encore officiellement candidat. Alors on va regarder, vous l'avez dit, les candidats de la droite, notamment Éric Zemmour. Voici la phrase qui qualifie sa partie écologique de son programme, c'est la préservation des paysages. Alors pour cela, il souhaite tout simplement l'interdiction de tout nouveau projet d'éoliennes. Pour cela, il souhaite compenser par le développement du nucléaire avec une prolongation de la durée de vie des parcs existants, au moins 60 ans, mais aussi par le lancement de 14 nouveaux EPR. En ce qui concerne les énergies renouvelables, les gaz à effet de serre, peu de choses dans son programme. C'est même un peu l'inverse puisqu'il propose la restauration de la limitation de la vitesse à 90 km/h sur toutes les routes. On passe à Marine Le Pen. Elle aussi, elle souhaite interdire tout nouveau projet éolien. Elle va même plus loin puisqu'elle demande le démantèlement progressif des parcs qui existent déjà. Elle aussi, elle veut développer le nucléaire pour compenser, mais aussi les énergies hydroélectriques et investir dans l'hydrogène. On reste à droite avec Valérie Pécresse qui souhaite remettre fin, je cite, à l'écologie punitive. Alors déjà, pour limiter les gaz à effet de serre, elle souhaite développer des transports électriques. Elle souhaite également développer des bornes de recharge pour les voitures, encore une fois électriques. L'objectif, c'est que les véhicules neufs ne devront plus consommer d'énergie fossile d'ici 2035. Et là aussi, comme les autres candidats de la droite, elle souhaite pour cela développer le nucléaire. On passe à la gauche maintenant, puisque je vois que vous avez affiché les propositions de Jean-Luc Mélenchon. Alors oui, regardez pour Jean-Luc Mélenchon, et c'est un peu la même chose pour les candidats de la gauche globalement. Il souhaite un vaste plan de rénovation thermique des logements, développer le train, mais aussi l'interdiction des vols intérieurs lorsqu'il existe une alternative, comme le train. En ce qui concerne le monde agricole, il souhaite favoriser l'agriculture biologique, interdire les fermes-usines, mais aussi interdire la chasse à courre. Voilà pour Jean-Luc Mélenchon. Concernant Yannick Jadot, lui aussi, c'est la même chose que Jean-Luc Mélenchon. Il est pour un plan de rénovation thermique des logements, un développement du train, interdiction des vols intérieurs lorsqu'il y a une autre solution. Voici d'autres différences en revanche. Il est pour mettre fin à l'élevage en cage d'ici 2025. Il souhaite tout simplement interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Et là aussi, on va terminer par le nucléaire. Point commun entre les deux hommes de gauche. Ils souhaitent sortir du nucléaire, même si ces derniers temps, Jean-Luc Mélenchon est un peu revenu sur ses propos, puisqu'il a proposé un référendum aux Français pour trancher cette question du nucléaire. Merci beaucoup Anaïs. Jean-François Juliard, on l'a vu avec ces différents programmes, la question du nucléaire est centrale dans ces programmes sur l'écologie. Comment est-ce que vous expliquez que cette question prend le pas sur les autres ? Et parce qu'il y a une obsession pour le nucléaire en France et dès qu'on dézoome un peu, on se rend compte que c'est aberrant de résumer le débat écologique à une espèce d'opposition stérile entre le nucléaire et l'éolien. Mais c'est vrai que c'est devenu un marqueur politique. On voit bien qu'il y a des candidats qui sont très pro-nucléaires, des candidats qui sont très anti-nucléaires, comme si la question écologique se résumait à ça. Alors ça fait partie des choses sur lesquelles on devrait avoir un débat, mais ce n'est pas l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que la France montre l'exemple et réduise plus rapidement ses émissions de gaz à effet de serre dans les domaines les plus émetteurs que sont les transports, le logement, l'agriculture et tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte d'inventer des sociétés qui soient moins dépendantes que nos sociétés actuelles qui reposent sur une addiction totale aux énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. C'est ça les questions qu'on devrait se poser. Comment est-ce qu'on fait en sorte de respecter le vivant ? On ne parle pas du tout de biodiversité, on ne parle pas du tout de ces sujets-là qui sont aussi au cœur de l'écologie. Alors, respecter le vivant et l'agriculture, c'est la spécialité justement d'Anne-Cécile Suzanne. Vous êtes avec nous, notre observatrice citoyenne agricultrice en Normandie. Anne-Cécile, la transition écologique et l'agriculture, évidemment, c'est lié, vous, au quotidien. Est-ce que vous arrivez à faire aujourd'hui plus d'efforts qu'hier ? Est-ce que vous savez vers quoi vous tendez pour vous améliorer ?
Alors, en étant agriculteur, on travaille forcément avec la nature et on est amené à évoluer au quotidien pour davantage la respecter. Parce que sans l'environnement, sans nos terres, on n'arrivera tout simplement pas à produire. Donc, c'est pour nous essentiel et au cœur de notre métier. Après, aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement difficile en tant qu'agriculteur de se projeter dans les prochaines années sur les sujets environnementaux. Tout simplement parce que rien n'est clair. On a une stratégie européenne là, de la ferme à la fourchette qui prône en fait une diminution du revenu agricole de l'ordre de 16%, une diminution de la production agricole également, et en même temps, pas de moyens supplémentaires et plutôt une enveloppe de la PAC en baisse en euros constants pour financer les transitions. Donc c'est vrai que ça amène à des paradoxes, à des injonctions contradictoires, et vraiment, aujourd'hui, ce serait impossible de dire ce que sera notre métier à l'horizon de même 10 ans. Mais Anne-Cécile, ça veut dire, par exemple, je ne sais pas, quand on parle de grands dossiers comme celui du glyphosate aujourd'hui, est-ce que vous dites effectivement il faut arrêter de l'utiliser et c'est possible pour moi au quotidien, ou ça vous pose des questions de productivité et là vous n'avez pas la réponse du comment je fais demain? Ouais, aujourd'hui, en fait, sur les grands débats tels que le glyphosate, ils sont souvent très mal abordés, mais il est vrai que le glyphosate reste absolument indispensable à l'agriculture aujourd'hui. On pourrait envisager un avenir avec moins de chimie, donc moins de pesticides, mais ça va supposer vraiment de financer la recherche, de l'investissement aussi dans la robotisation, dans les nouvelles souches génétiques, et tout cela mérite financement. Et ça pose vraiment la question de manière générale du financement de l'écologie aujourd'hui. Et là, c'est là que en fait, les partis politiques manquent de crédibilité, en partie écologistes, parce qu'ils ne vont pas aller chercher les mesures concrètes pour mettre en œuvre leurs idées. Et là-dessus, est-ce que les agriculteurs doivent financer? Est-ce que le citoyen doit financer? Aujourd'hui, on voit que souvent, ce sont les solutions qui sont retenues et elles ne fonctionnent pas parce que le citoyen a un problème de pouvoir d'achat en règle générale. L'agriculteur n'en peut plus des normes et des coûts supplémentaires, en particulier en économie ouverte. Donc, aujourd'hui, il faut penser un modèle de financement de l'écologie de manière collective. Et cela, personne ne prend le temps de le faire parce que politiquement, c'est peut-être trop coûteux ou c'est peut-être trop compliqué. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est vraiment essentiel. Jean Pisani-Ferry, ce que nous dit Anne-Cécile, c'est « j'ai du mal à voir comment est-ce que ça va se passer dans les prochaines années ». Est-ce que c'est un problème de manque de vision ou est-ce que c'est un problème de manque de pédagogie sur la façon dont cette transition écologique peut se passer? Dans ce qui vient d'être dit, je comprends. L'idée, rien n'est clair. Je crois que les agriculteurs disent ça, les industriels disent ça. On est dans une transformation, on a besoin de fixer des objectifs, des normes à horizon de 10 ans. Et le chemin pour y arriver. Et le chemin pour y arriver, mais déjà de fixer là où on sera dans 10 ans. Et c'est très difficile de le faire de manière crédible. C'est-à-dire, si vous êtes... vous voyez, on fixe ces objectifs et puis on déplace, on change l'horizon, etc. Donc oui, par exemple... C'est vrai aussi sur les véhicules électriques. À quelle date est-ce qu'on dit les véhicules électriques seront les seuls autorisés à la vente en véhicules neufs? On n'a toujours pas fixé exactement ça. Donc pour tous les acteurs économiques, c'est très compliqué. En même temps, il y a une chose qui n'a pas été dite. Madame est éleveuse. On sait que l'élevage va devoir changer profondément. Parce qu'on sait que les animaux ruminants, ça émet énormément de gaz à effet de serre. Et on sait que là, on n'a pas de technologie de substitution. Donc on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut non pas ne plus jamais manger de viande, mais il faut que la viande, que notre structure d'alimentation se transforme. C'est-à-dire qu'on ait une alimentation moins carnée, mais que du coup, les éleveurs aillent plus vers la qualité. Et ça, on le sait. Mais ça, il faudrait que les syndicats agricoles l'assument et le disent. Mais est-ce que c'est à eux seulement de le dire ou aussi aux politiques? Parce que toute la question est là, c'est qui impulse le mouvement, qui... Bah oui, mais c'est eux quand même qui prennent les décisions. On vient de voir quand même la revue des programmes. L'idée que le nucléaire est la solution à tout, je suis d'accord avec vous, c'est une fantasmagorie. C'est pas vrai. Pourquoi? Moi, je veux dire, la question de savoir quelle est la part du nucléaire, c'est un vrai sujet de débat. L'idée qu'on peut supprimer les éoliennes et tout passer en nucléaire, c'est une fantasmagorie. C'est un mensonge. Donc, je pense que de ce point de vue-là, effectivement, tant qu'on a des politiques qui jouent comme ça, c'est pas sérieux. Justement, Jean-François Juillard, est-ce que vous avez un point de vue sur le sujet? Pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, on n'arrive pas à prendre des décisions sur cette fameuse transition écologique? Ça fait quand même des années qu'on en parle. Et là, depuis quand même, on va dire un peu moins de 10 ans, de plus en plus, de manière intensive, on n'arrive pas à mettre des objectifs, à
identifier un chemin. Pourquoi, d'après vous? Ou alors des objectifs qui changent, vous nous le disiez, qu'on déplace. Pourquoi, d'après vous? Non, je crois qu'il y a un souci de volonté politique, parce que les objectifs, on les connaît, même les chemins dans un certain nombre de domaines, les chemins empruntés, on les connaît aussi. Le problème, c'est qu'on a souvent des dirigeants politiques qui, très honnêtement, pour beaucoup, n'y connaissent rien ou n'y comprennent rien, et on le voit effectivement sur cette idée de faire croire qu'en supprimant les éoliennes, on va régler tous les problèmes de transition énergétique. C'est totalement aberrant, mais c'est un manque de connaissance totale du sujet. Et ensuite, c'est vrai que ce sont des sujets qui sont à la fois complexes et qui parfois font peur aux responsables politiques, parce qu'ils sont source de bouleversements sociétaux importants. C'est vrai que la transformation écologique dont on a besoin, elle est importante. Si on veut vraiment s'attaquer à la crise climatique, il faut profondément remanier nos sociétés, c'est-à-dire nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes de production. Oui, et ça fait peur d'assumer ça face à la population. Ça fait peur d'assumer ça, parce que les responsables politiques ne savent pas souvent par quel bout le prendre, et se disent que ce sont des changements qui ne sont pas forcément soutenus par la population, ce qui est une erreur, parce qu'on voit aussi quand on sonde la population qu'elle est prête à des changements majeurs parfois, et les responsables politiques s'arrêtent un peu à mi-chemin, très souvent. Jean Pisani-Ferry, je rappelle, vous aviez participé à la campagne d'Emmanuel Macron. On se souvient de son Make Our Planet Great Again. Il avait lancé la Convention citoyenne pour le climat, qui pouvait justement tracer ces chemins. Est-ce que ça a été une occasion manquée, cette Convention citoyenne ? Alors, bon, ce quinquennat sur le plan de l'écologie a été marqué par un certain nombre de soubresauts. Il y a eu l'affaire des Gilets jaunes, il y a eu la taxe, on est parti sur une taxe, buté sur l'affaire des Gilets jaunes. On a abandonné, en fait, l'augmentation de la taxe qui était programmée. Ça fait partie des signaux sur lesquels il y a eu un coup d'arrêt. Et puis, la Convention citoyenne sur le climat, qui a été une grande innovation en termes d'invention collective, d'invention démocratique, a débouché sur toute une série de propositions. Le président a dit « je prends tout sans filtre ». C'était une erreur parce que évidemment il y avait un filtre. Évidemment, on ne peut pas dire au Parlement « vous allez prendre des propositions comme ça et les voter comme ça ». C'est pas possible. Donc, ça a donné le sentiment qu'il ne s'était rien passé, alors qu'il est quand même sorti un certain nombre de choses de la Convention et qu'un certain nombre de choses sont passées dans la législation. Mais on est dans un... C'est très très difficile pour les citoyens de juger. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pas? Est-ce qu'on est vraiment dans une transition? Est-ce qu'on n'y est pas? Vous disiez, on n'a pas de visibilité. Il y a une chose qui s'est passée, les objectifs européens. L'Union européenne, qui est l'acteur de la négociation internationale, a présenté un plan, qui est un plan très précis, très ambitieux, tripler le rythme de nos efforts d'ici 2030, et avec l'outil que sont les normes européennes. C'est un outil important. C'est-à-dire que s'il y a un accord à un moment pour dire on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire ça en Europe, alors là, c'est très très difficile de revenir en arrière. Donc je pense qu'il y a un ancrage. Mais l'Union européenne fixe les normes, les coûts sociaux sont quand même largement à la charge des gouvernements. Et donc c'est ça qu'il faut construire, c'est l'articulation entre les ambitions collectives, les normes européennes et les politiques d'accompagnement au niveau national. Anne-Cécile Suzanne, vous êtes toujours avec nous, notre observatrice citoyenne agricultrice en Normandie. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous évoquez la transition écologique avec vos proches, avec vos collègues aussi agriculteurs, c'est quelque chose qui fait peur ou au contraire, certains ont un discours en se disant oui, il va falloir beaucoup de changements, ça sera différent certes, mais pas forcément moins bien? Écoutez, ça fait forcément peur, surtout quand on entend le discours de pseudo-experts ou d'experts tels que M. Pisani-Ferry, mais qui n'est absolument pas expert de l'élevage, et qui vient en une phrase, par exemple, de dire n'importe quoi sur l'élevage, notamment bovin, qui est le mien, parce que sans mon métier, précisément, les prairies ne seraient plus entretenues comme elles le sont aujourd'hui. Et vous savez, mes animaux, ils produisent du méthane, c'est vrai, mais ils vont aussi pâturer dans les champs, ils vont entretenir des zones humides, ils vont entretenir des estives, ils vont faire en sorte que les prairies ne soient pas labourées et que le carbone qui est stocké dans les prairies ne soit donc pas libéré. Ça va permettre un ensemble de choses. Et c'est vrai qu'en tapant sur des activités qui sont pourtant absolument essentielles à l'environnement et à sa protection, on affaiblit énormément l'environnement lui-même et les acteurs qui participent à sa conservation. Donc c'est vrai que forcément, quand on a ce type de pratique, quand on essaye au quotidien de travailler avec l'environnement, quand on a un rôle essentiel à jouer, ce type de discours pollue et aussi fait peur aux acteurs. Donc forcément, ça crée des tensions.
Anne-Cécile, là, vous avez évoqué et vous avez réagi à ce qui a été dit ici en plateau par Jean Pisani-Ferry tout à l'heure. Au-delà de ça, et quand vous envisagez le futur, est-ce qu'il y a aussi une peur des changements et vous réagirez dans un instant, Monsieur Pisani-Ferry. Mais Anne-Cécile, avant, est-ce qu'il y a une peur aussi du changement? Parce que votre métier, forcément, va évoluer comme plein d'autres en France, voire tous les métiers d'ailleurs. Le changement, on le vit vraiment de manière régulière. C'est vrai que l'agriculture a toujours changé, on lui a beaucoup demandé de changer, on lui a demandé d'être très productive. Et aujourd'hui, ce sujet de productivité, d'ailleurs, ne doit pas être oublié parce qu'on a quand même une population mondiale qui augmente et ce serait absolument inhumain, pour en parler, que de ne pas le penser et le prendre en compte quand on parle écologie. Et au-delà de ça, oui, le changement, on l'opérera, mais encore faut-il vraiment que ce changement-là soit financé, qu'on ait les moyens de le faire. S'il y a les moyens d'opérer les changements, si ça permet de créer du revenu, de créer de la valeur ajoutée, si la notion d'externalité positive est monétisée, alors bien sûr le changement sera opéré. Vraiment, il y a de l'espoir et il faut de toute façon que les choses changent à tous les niveaux, dans l'industrie, etc. Mais encore une fois, il faut le financer. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait voitures et en zone rurale, passer au tout électrique, c'est à proprement parler inenvisageable parce qu'il n'y a pas de borne de recharge. Donc vraiment, il faut penser les mises en œuvre concrètes. Merci Anne-Cécile. Messieurs, une réaction rapide tous les deux parce qu'il nous reste qu'une minute. D'abord, Jean Pisani-Ferry. On sait remplacer une voiture par une voiture électrique, on ne sait pas remplacer une vache par une vache électrique. C'est tout, c'est un fait. Ça n'enlève rien à la beauté de ce métier, au fait que madame est attachée à ce métier. Et je ne dis pas que ce métier doit disparaître. Je dis qu'il doit se transformer et que ceux qui disent qu'il n'a pas à se transformer mentent. Jean-François Julien. Non, effectivement, je crois que de toute façon, le constat est partagé sur le fait que le modèle agricole actuel nous a conduit dans une impasse environnementale, une impasse économique avec des agriculteurs et des agricultrices qui s'appauvrissent largement et qu'il faut transformer ce modèle-là. Alors après, on n'a pas la même solution on ne porte pas la même vision et les mêmes solutions que madame, mais personne n'a dit qu'il fallait arrêter tout élevage, on a dit qu'il fallait réduire l'élevage parce qu'il a un impact fort sur les questions environnementales et ça, à ma connaissance, personne ne le conteste. Ouais, je pense que tout le monde est d'accord et Anne-Cécile aussi, elle nous le disait sur le fait qu'il faut transitionner. Maintenant, reste à savoir avec quels moyens et vers quels objectifs. Merci beaucoup à tous les deux. Merci infiniment, Anne-Cécile, d'avoir été avec nous. Julien, on se dit à dans 2 semaines. Exactement. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Tout de suite, un petit détour par la météo et dans un instant, un nouveau journal. Bonsoir à tous, attention.